Bon, vous avez le droit d'applaudir. Hein. On est alors dans la salle, on a 3000 participants aujourd'hui dans l'espace où on est. C'est assez incroyable. C'est un petit peu impressionnant, je pense. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Kim, je vais te donner un micro et du coup, je vais te laisser tranquille nous parler d'algorithmes ouverts. Okay. Ou je peux rester à côté de toi si tu veux. C'est comme vous voulez. Comme tu veux. Sans question ? Non, je m'en vais. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a la présentation qu'il faut activer. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Kim Montalibé et je travaille donc au sein du Lab Intelligence Artificielle d'Etalab. Alors, je crois que c'est ça pour passer. Voilà. Donc le Labia d'Etalab. Donc Etalab, tout d'abord, peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est un département au sein de la direction interministérielle du numérique qui s'occupe de tout ce qui est mise en œuvre et stratégie de la donnée de l'État. Et au sein d'Etalab, donc il y a un lab intelligence artificielle qui a été créé il y a un peu plus donc en 2020. Pour accompagner les administrations dans le déploiement et le développement de solutions d'intelligence artificielle. Donc notre mission, elle se structure en 5 axes. Donc on accompagne des projets spécifiques dans les administrations, donc via les administrations répondent via des appels à projets. Donc on a déjà accompagné une vingtaine de projets dans l'ensemble dans différentes administrations. On développe en interne ce qu'on appelle nous des outils mutualisés, c'est-à-dire c'est des outils open source qui répondent à des besoins qui se retrouvent dans beaucoup d'administrations. Donc c'est ce que je vais développer ensuite. On a aussi tout un travail autour de fédérer une communauté d'agents publics intéressés par l'intelligence artificielle via l'animation d'événements, notamment qu'on appelle des data drinks, pour présenter des initiatives au sein de cette communauté autour de l'intelligence artificielle. Et donc enfin, un travail de sensibilisation autour de l'éthique et de la transparence des algorithmes. Donc j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus à la fin de cette présentation en termes de bonnes pratiques sur les algorithmes open source. Et enfin, donc on travaille également, donc on anime un écosystème aussi avec la recherche via un partenariat qu'on a avec l'INRIA. Donc voilà pour la petite présentation rapide du Labia. Et ensuite, donc comme l'objet de cette présentation, c'est de vous parler d'open source en intelligence artificielle. Je vais commencer par 2 exemples de solutions d'IA qu'on a développées en open source au Labia. Et ensuite, j'élargirai un petit peu sur des bonnes pratiques plus générales sur l'open source. Donc, comme je vous l'ai dit, au sein du Labia, donc on développe des solutions en open source qu'on appelle outils mutualisés qui répondent à des besoins récurrents dans les administrations. Donc, à date, on a travaillé sur trois types de solutions. Donc, une première solution dont je vais vous parler qui s'appelle l'IRIA. C'est une solution de traitement de documents administratifs, donc qui s'appuie sur des technologies d'OCR et d'extraction d'informations pour automatiser le traitement et la structuration des infos dans les documents administratifs. On a une autre solution qui s'appelle PIAF, donc pour des IA francophones, qui a porté sur la création d'un jeu de données francophone de questions-réponses et ensuite la mise en place d'algorithmes basés sur ces jeux de données pour permettre des algorithmes pour mettre en place des algorithmes de questions-réponses et de recherche intelligente dans des documents. Et donc enfin un dernier projet sur cette fois-ci la pseudonymisation des documents textuels. Donc je développerai moins cet exemple parce que je manque de temps, mais donc c'est des technologies en traitement du langage naturel pour extraire des documents textuels. Donc ici on a travaillé en particulier sur le cas d'usage des décisions de justice, donc les noms, prénoms et autres éléments à caractère personnel. De façon à pouvoir ouvrir et mettre en open data ces documents. Donc très rapidement, donc une présentation de l'IRIA. Donc dans les ressources après, à la fin de la présentation, je mettrai les différents liens vers les ressources, donc notamment les repos open source. Mais donc pour le contexte, on s'est aperçu que beaucoup d'administrations faisaient face à des masses de documents assez importants qui étaient pas
sous des formats directement exploitables, donc ça peut être des PDF scannés, des images, et qu'il y avait beaucoup de retraitements à la main assez chronophages et pour traiter et extraire de l'information. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Donc on est en train de travailler là sur une solution qui permet à la fois de faire de l'OCR, donc Optical Character Recognition, donc convertir du texte, le texte des images au format numérique, extraire des informations ciblées et de documents très standards de type carte d'identité, bulletin de salaire, etc. Et dans un troisième temps, permettre aussi de faire des modèles customisés pour appliquer pour pouvoir traiter de nouveaux documents qu'on n'aurait pas déjà traités. Donc les exemples de cas d'usage, ça peut être extraire les noms, prénoms, date de naissance de carte d'identité, extraire ce même type d'informations des bulletins de salaire. Donc ça, il y a plusieurs administrations qui font face à ces besoins. Pour faire des outils d'aide à la décision aussi, ou de recherche dans des documents aussi à partir de documents juridiques, par exemple, pour extraire des décisions. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc pour développer cette brique, nous on fait appel aussi, on fait appel à tout un ensemble de ressources qui ont déjà été développées en open source, en intelligence artificielle, donc notamment des briques d'OCR. On réinvente pas la roue de ce côté-là. On s'appuie sur des technologies existantes d'OCR pour donc numériser les documents. Ensuite, qu'on va annoter de façon à avoir une base de données d'entraînement pour extraire les informations spécifiques qu'on veut extraire. Et donc là, par exemple, sur le cas donc nous on s'est appuyé sur le logiciel d'annotation Label Studio, donc c'est le petit animal là qui est le symbole du logiciel d'annotation, qui est aussi un logiciel open source. Et donc par exemple sur le cas d'usage carte d'identité, on a annoté environ 200 documents pour entraîner notre modèle d'extraction. Donc concrètement, la phase d'annotation, ça se présente ainsi. Donc là, c'est un screenshot du logiciel d'annotation où notre technologie d'OCR va présélectionner les zones où il y a du texte. Et ensuite, pour annoter, il va falloir sélectionner où est le nom, où est le prénom, qu'on a grisé ici pour des raisons de données personnelles. Et ensuite, cette base de données annotée va nous permettre d'entraîner un algorithme. Donc ici, avec là c'est une simplification des features qu'on a utilisées pour entraîner le modèle, mais l'idée c'est que pour chaque mot qu'on a extrait dans le document via la phase d'OCR, on va avoir un certain nombre on va faire du feature engineering pour créer un certain nombre de données qui vont ensuite permettre d'entraîner un algorithme à reconnaître lequel est le nom, le prénom, etc. Et donc, notamment en se basant sur donc à la fois des éléments textuels, mais aussi des éléments de position du mot dans le document. La démonstration, j'aurais peut-être pas le temps de la faire. En plus, j'ai pas d'ordi sous les yeux, donc je passe de ce côté-là. Mais voilà pour le premier exemple. Et ensuite, donc un deuxième exemple là, cette fois un deuxième exemple d'outil mutualisé dans le domaine cette fois du traitement du langage naturel. Donc on a commencé en 2020 ce projet, donc PIAF pour des intelligences artificielles francophones. Et on est parti du constat qu'il y avait assez peu de ressources françaises pour entraîner des modèles de traitement du langage naturel. Et donc on a décidé de lancer ce projet de création dans le domaine cette fois de la question-réponse. Pour donc constituer une base de données francophone de questions-réponses sur le modèle d'une base de données qui existait déjà en anglais, qui s'appelle Squad. Et donc l'objectif des questions-réponses, c'est des algorithmes de questions-réponses, c'est on écrit une question en langage naturel et l'algorithme va trouver dans un ensemble de corpus documentaires où est la réponse dans ce document. Donc concrètement,
ça passe par une phase d'annotation, donc pour constituer ce corpus qui peut être assez chronophage. Et donc plutôt que nous, on a fait un choix de faire une annotation collaborative et ouverte. Donc plutôt que de passer par des solutions de type Amazon Mechanical Turk, donc qui ont recours à des travailleurs du clic pour constituer des annotations, ce qui est très courant dans les projets d'intelligence artificielle. On a fait le choix justement de ce choix qui nous paraissait le plus éthique de demander des contributions à une communauté volontaire de personnes qui allaient annoter ces décisions. Et donc, ça passait notamment par l'organisation d'annotatons où on invitait des gens de notre... donc là, c'était surtout des gens de la sphère publique qui venaient annoter les décisions. Et donc, pour ça, on a développé un logiciel, une plateforme d'annotation qui est également en open source. Et donc, dont la tâche constituait chaque annotateur devait... à partir d'un paragraphe, donc là, c'était sur des paragraphes Wikipédia. La tâche consistait à créer 5 paires de questions-réponses. Donc, écrire une question et puis souligner la réponse dans le texte. Et donc, on est finalement arrivé à publier en 2020 une base de données de presque 4000 paires de questions-réponses sur un corpus de paragraphes Wikipédia, pour ensuite permettre différentes applications. Donc l'idée ensuite, c'est d'utiliser ce modèle pour permettre d'entraîner des modèles de questions-réponses qui vont permettre des recherches plus intelligentes, des moteurs de recherche en langage naturel dans des corpus documentaires. Donc pour ça, on s'est appuyé, comme je disais, déjà sur un écosystème de ressources ouvertes dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc notamment des modèles de langage francophones comme BERT et FlowBERT que vous connaissez peut-être. Et pour fine-tuner justement donc ces modèles de langage pour cette tâche de questions-réponses. Et donc avec différents cas d'usage, donc appliqués à service public, donc il y a un ensemble de ressources documentaires pour guider le citoyen dans les différentes démarches administratives, pour le code numérique, pour des corpus documentaires de la CNIL, etc. Donc beaucoup de cas d'usage possibles pour tout ce qui est recherche dans un ensemble de documents. Donc voilà pour les 2 exemples que j'ai développés aujourd'hui. Donc pour terminer, je vais élargir sur des bonnes pratiques de développement open source. Donc je vais dire des généralités, donc je vais passer assez rapidement, mais c'est quand même important, je pense, de le rappeler, que la documentation du code source pour ensuite permettre des contributions est particulièrement importante. Donc notamment une documentation générale qu'on met en général dans un répertoire dans un fichier qu'on appelle README, pour décrire le projet dans son ensemble, donc le contexte, l'objectif, l'architecture générale. Le mode d'emploi, s'il y en a un, pour reproduire et puis pour faire tourner le code qui est contenu dans le répertoire. Très important aussi, c'est de citer les personnes qui maintiennent le repo et leurs contacts pour permettre à d'éventuels contributeurs de contacter les personnes qui maintiennent le répertoire. Donc bien évidemment, expliciter le choix de la licence ouverte. J'en parlerai un petit peu plus juste après. Et également spécifier la politique de contribution. Donc, est-ce que vous attendez des contributions de contributeurs externes? Quels sont les profils recherchés? Quels sont les types de contributions, etc. Pour justement favoriser une ouverture sur les contributeurs potentiels à vos projets open source. Et bien évidemment, la documentation, ça
ça passe aussi par documenter le code, chaque élément de code que vous allez développer selon les standards qui sont propres à chaque langage que vous utilisez. Donc le choix de la licence libre, ça c'est quelque chose de très important, notamment pour des raisons juridiques. Donc je renvoie dans les ressources à des guides qui ont été développés par Etalab à ce sujet. Mais le choix de la licence, il y en a un certain nombre qui sont disponibles de licences libres, va dépendre essentiellement du facteur de est-ce que vous partez dans le logiciel existant, donc vous faites ce qui s'appelle un fork, auquel cas vous allez être potentiellement vous allez être contraint par le choix de la licence du logiciel duquel vous partez. Donc si vous avez un logiciel qui est restrictif en termes de licence, vous allez être obligé de réutiliser cette même licence ou une licence qui est compatible. Et de même, si vous partez dans le logiciel avec des licences permissives, vous devrez également publier votre logiciel selon une licence permissive également. Et par contre, bien évidemment, si vous créez un logiciel libre from scratch, vous n'avez pas besoin vous êtes totalement libre dans le choix de la licence, et puis il faudra faire ce choix en fonction de en fonction notamment des contraintes que vous avez dans votre projet. Donc ça, c'est des choses assez générales. Et ensuite, maintenant, je voudrais vous parler d'un travail que nous, on a fait au Labia assez récemment sur maintenant plus spécifiquement la documentation des modèles d'apprentissage automatique, puisque en fait, il n'y a pas de méthodologie propre en tout cas, il n'y avait pas jusqu'à récemment forcément de méthodologie propre à ces modèles, et ce qui nous posait question aussi en termes donc au Labia, sachant qu'on a aussi cette mission d'accompagner les administrations dans le développement de solutions d'intelligence artificielle, et puis à fédérer une communauté aussi d'experts de la donnée, d'experts en intelligence artificielle. Et donc, on cherche à diffuser aussi des bonnes pratiques en termes de transparence et d'ouverture. Et donc, on s'est intéressé notamment à un template qui a été développé, qui a été élaboré par les équipes recherche de Google, qui s'appelle ModelCard, et qui partait du constat que justement il n'y avait pas de façon standardisée de décrire les modèles de machine learning. Et donc ce template-là, en fait, nous paraissait vraiment très intéressant pour justement répondre à des objectifs de transparence et d'ouverture et de minimisation des risques que pouvait comporter l'utilisation de certains modèles d'intelligence artificielle. Et d'où le fait que nous, on a créé donc un inventaire de nos modèles entraînés, qu'on a documenté à chaque fois selon ce modèle qui a été développé donc par Google, qui s'appelle ModelCard. Donc là, je vous ai montré un exemple ici, donc sur le cas de l'algorithme dont je vous ai parlé sur l'extraction d'informations des documents administratifs. Donc là, c'est pour rendre un petit peu plus concret ce dont je parle. Donc l'objectif, c'est de faire une fiche en fait technique du fonctionnement du modèle, et donc avec des informations d'abord très génériques sur quand est-ce qu'il a été développé, quels sont les contributeurs, les objectifs du modèle, quelles sont les données d'entrée, de sortie, etc. Très important, c'est quels sont les usages pour lesquels le modèle va être approprié, et également si éventuellement il y en a certains, s'il existe des modèles, des usages qui ne sont pas appropriés pour ce modèle-là. Et donc les facteurs, c'est ce qu'on appelle potentiellement c'est les variables qui vont potentiellement impacter la qualité du modèle. Donc dans le cadre par exemple de l'algorithme qu'on a développé pour l'extraction d'informations des cartes d'identité, donc il va y avoir la qualité de l'image par exemple qui va pouvoir influer. Si la photo de la carte d'identité est pas assez lumineuse ou quoi, ça va pouvoir impacter les performances. Si c'est de travers, si on n'a pas si la photo est floue, etc.
Enfin, documenter les métriques qui ont été utilisées pour évaluer le modèle et décrire évidemment les données de test et les données de train. Voilà, ça c'est une trame qu'on a utilisée pour décrire l'ensemble de nos modèles et qui a donc plusieurs les intérêts que je vous ai cités, donc à la fois de transparence, de permettre d'éviter certains biais ou des mauvaises utilisations de l'algorithme qui pourraient mener à des erreurs trop importantes si le logiciel est mal utilisé. Donc, pour qui ce type d'utilisation, de documentation peut être importante. Donc, à la fois pour des réutilisateurs potentiels dans le cadre de modèles open source, mais également pour toute personne qui peut être concernée par l'usage de ces modèles d'intelligence artificielle. Donc, autorité de contrôle, utilisateurs de solutions d'IA, etc. Et enfin, pour terminer, justement pour appuyer l'importance de documenter ce type de modèle. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'AI Act, qui est une législation au niveau européen des systèmes d'intelligence artificielle, qui justement a pour objectif d'encadrer l'utilisation et le développement des systèmes d'intelligence artificielle et qui contraint donc les systèmes d'IA qu'on appelle à haut risque, c'est-à-dire qu'il peut avoir un impact important sur leurs utilisateurs et des risques potentiels à certaines normes de documentation et d'information sur ces algorithmes. Et donc en particulier à cette zone-là, ça nous a paru important de souligner que ce type de documentation de type modèle card sont particulièrement intéressantes pour répondre à ces enjeux de documentation et puis de transparence sur des systèmes qui pourraient être considérés comme étant à haut risque. Même si nous, dans les exemples qu'on a présentés, on ne rentre pas dans cette catégorie-là, mais les systèmes d'intelligence à haut risque, ça va être les systèmes de reconnaissance faciale, par exemple, qui vont déterminer ou dans le domaine de la santé, par exemple, reconnaissance de maladies, de maladies ou des choses comme ça. Donc, j'en ai terminé sur les bonnes pratiques. Donc, pour terminer, donc je vous mets le contact du Labia si jamais voilà, vous voulez nous contacter au sujet de ce que j'ai des choses qui ont été présentées, et notamment si vous êtes intéressé par les briques open source qu'on développe, on est toujours preneur d'avis ou de contributeurs externes, et quelques ressources dont je vous ai parlé avec des liens. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand monde dans l'auditoire, mais si jamais il y a des questions, je peux les prendre.